Bonjour à toutes et à tous. Le 20 novembre dernier, M. Fabien Mandon, le chef d'état-major des armées françaises, a tenu un discours devant les maires de France dans lequel il les demandait de préparer leurs populations respectives à la possibilité d'une guerre confrontant la France à la Russie à l'horizon 2030. Il a notamment utilisé des formules choc, comme la fameuse formule où il a dit qu'il fallait que les Français soient prêts à perdre des enfants, qui est quand même une formule assez forte. Donc, il a essayé de se rattraper un peu plus tard en disant que par enfant, il entendait les militaires, les soldats français. Mais bien sûr, la formulation est ambiguë, et quand on se souvient de ce qui s'est passé en 14-18 et en 39-45, et quand on voit ce qui se passe actuellement en Ukraine, où on mobilise des gens de force, eh ben on est en droit quand même de se poser la question de si demain ça dégénère, qu'est-ce qu'il va se passer? Est-ce qu'il ne va pas y avoir une mobilisation générale ou quelque chose qui y ressemble? Donc c'est un climat assez angoissant, hein. Je vous avoue que moi, quand j'entends des choses comme ça me rassure pas spécialement sur l'état de ce pays, de cette société et sur l'avenir, bien sûr. Et donc j'ai envie de faire une vidéo, plusieurs vidéos en réalité, ce sera une série de vidéos sur ce sujet, afin de décortiquer point par point ce qui, à mon sens, ne va pas dans cette idée de guerre, et d'essayer de déconstruire ensemble les ressorts, les mécaniques, les mécanismes qui sont derrière ce discours guerrier. Dans cette première vidéo de cette série, je vais m'attacher à décortiquer le concept de l'État-nation moderne. Parce que c'est bien de ça dont il s'agit. Quand on parle d'envoyer des gens faire la guerre, comme ça a été le cas en 14-18, c'est pour défendre l'État-nation dans sa conception moderne. Puisque, d'ailleurs, ça serait intéressant de revenir sur la distinction entre les termes patriotisme et nationalisme. On va le faire tout de suite. Le patriotisme, c'est une notion qui apparaît finalement à partir de la Révolution française, en gros, en France. Souvent, quand on parle de patriotisme en France, on emploie ce terme-là dans un cadre républicain, militaire, institutionnel, et ça fait référence, comment je pourrais dire ça, à l'administration, c'est-à-dire à l'État, à l'État-nation justement, c'est-à-dire à l'entité France, voilà. Comment je pourrais dire ça? Souvent, la patrie, c'est ce qu'on utilise à grands coups de fanfare, de marseillaise, de tricolore, pour motiver le gueux à aller se faire tuer sur le champ de bataille. Voilà. Donc c'était le cas en 14-18 notamment. Donc ça, c'est le patriotisme. Et donc il y a un côté, voilà... ça se rapproche d'ailleurs, pour moi le patriotisme, ça se rapproche un peu d'une forme de chauvinisme, dans le côté, on s'attache à la forme de l'État-nation, on défend l'État-nation, mais finalement on sait pas trop pourquoi, et on va taper sur les gars en face, et finalement eux ils font pareil, ils viennent nous taper, mais ils savent pas trop pourquoi. Enfin, il y a un peu ce côté qui fait penser aux ultras de foot un peu, enfin le côté les gars ils se tapent pour une équipe de foot et au final, enfin il y a un peu ce côté absurde, si vous voyez ce que je veux dire par là. Donc ça c'était pour le patriotisme. Maintenant le nationalisme, pour moi c'est très différent, parce que le nationalisme ça se rapporte à la nation. Et la nation, qu'est-ce que c'est? C'est le peuple. Donc il y a une dimension beaucoup plus charnelle, beaucoup plus viscérale, beaucoup plus concrète, beaucoup plus enracinée dans le terme de nationalisme par rapport au terme patriotisme. Dans la notion de nationalisme, on renvoie à quelque chose de très profond, de très lointain, qui renvoie aux ancêtres depuis la nuit des temps, en fait. C'est ça la nation. La nation, c'est vraiment le peuple organique. On ne parle pas d'une administration, on ne parle pas d'un régime, on parle vraiment du peuple dans ce qu'il a de plus enraciné, qui se rapporte à la nuit des temps, quoi. Donc le nationalisme, c'est ça.
Et par exemple, vous avez la nation bretonne, vous avez la nation corse, par exemple, qui sont des nations, des peuples, mais qui n'ont pas d'État. Donc la nation peut se passer d'État. La nation n'a pas besoin d'État. Et j'irais même jusqu'à dire que la nation peut défier l'État. C'est-à-dire que vous pouvez même avoir des nationalistes anarchistes. Ça peut exister. Euh, comment dire? Le fait de défendre sa nation, c'est pas forcément corrélé avec le patriotisme. Par exemple, vous pourriez avoir demain une invasion russe, vous pourriez avoir la Russie qui contrôle toute l'Europe, ça fera pas disparaître les peuples, ça fera pas disparaître les nations. Donc c'est pas antinomique le fait de refuser de faire la guerre contre la Russie avec le fait d'être nationaliste. Par contre, c'est antinomique avec le fait d'être patriote. Parce que les patriotes, eux, ils tiennent à l'État-nation. Ils ont peur que la France, ou pour les autres pays d'Europe, l'Allemagne, l'Italie, etc., ils ont peur que l'entité France, Allemagne, Italie disparaisse. Alors que le nationaliste, lui, il s'en fout que l'entité disparaisse tant que le peuple subsiste au niveau organique. C'est tout ce qui compte. Et c'est ça la nuance fondamentale, c'est que le nationaliste peut défier l'État. Le nationaliste, il peut même refuser toute forme d'État. Comme je disais, un nationaliste pourrait même être anarchiste. En soi, c'est pas antinomique. La nation n'a pas forcément besoin d'un État. Vous avez même des nations qui sont disséminées sur toute la Terre. C'est par exemple le cas du peuple juif ou du peuple des gens du voyage, par exemple, qui sont une nation, mais qui est disséminée sur toute la Terre. Donc c'est deux choses très différentes au fond. Donc là, j'en étais sur la distinction entre patriotisme et nationalisme. Et maintenant, on va justement parler de ce qui fonde le patriotisme, c'est-à-dire l'État-nation. Donc, par exemple, prenons l'exemple de la France. Pour que le patriotisme soit légitime, il faudrait pouvoir définir concrètement ce qu'est la France, par exemple. Or, comment on fait? Là, comment on bute contre un mur, parce que, par exemple, la France, on l'a fait remonter à quand? On l'a fait remonter, il y en a certains qui disent à la Révolution française, il y en a d'autres qui disent que c'est le baptême de Clovis, il y en a qui font même remonter ça à la Gaule. Concrètement, la France, ça naît quand? Ça commence quand? Voilà, déjà première question, tout simplement. Ensuite, on peut aussi se demander, par exemple, quelles sont les frontières de la France? Parce qu'elles n'ont fait que bouger au fil du temps. Il y a plein de territoires qui ont été français tardivement. Par exemple, la Savoie, ça a été français tardivement. Le comté de Nice, ça a été français tardivement. La Corse, ça a été français tardivement. La Lorraine, ça a été français assez tardivement. Même la Bretagne, qui était quand même française de manière plus ancienne quand même, mais c'était quand même tardif. Il y a beaucoup de provinces françaises qui ont été rattachées tardivement. Les personnages historiques qu'on définit comme français, qu'on rattache à la France. Est-ce que eux-mêmes, à leur époque, ils se voyaient comme français? Est-ce qu'ils se définissaient eux-mêmes comme français? Bah, pas forcément. Par exemple, l'empereur Charlemagne, empereur français ou empereur germanique? La question se pose réellement, parce que techniquement, c'est un empereur franc, donc germanique. Mais pourtant, nous, les Français, on considère que c'est un empereur français. Donc, bah, la question se pose. Vous voyez, c'est assez complexe comme sujet. Ensuite, bah c'est pareil. Les Français, sur le territoire français, c'est assez varié en fait la composition de ce qu'on appelle le peuple français. C'est-à-dire que déjà c'est au confluent de trois influences, hein, l'influence celtique, l'influence latine et l'influence germanique. Et ensuite vous avez les régions, vous avez la Bretagne, vous avez la Corse, vous avez l'Occitanie, vous avez la Provence, vous avez l'Alsace, vous avez tout un tas de régions, de provinces qui partagent pas forcément exactement la même culture. Bon, maintenant, c'est un peu moins marqué, parce qu'avec le jacobinisme et l'uniformisation républicaine, les différences culturelles entre les régions françaises ont un peu été atténuées, mais il n'y a encore pas si longtemps que ça. Dans chaque région, parlait un patois différent, il y avait énormément de choses qui différaient, et c'était il n'y a pas si longtemps que ça. Alors maintenant, c'est un peu moins marqué, mais malgré tout, bah, quand on parle de français, il faut pouvoir définir qu'est-ce qui unit finalement toutes ces régions, tous ces peuples-là. Est-ce qu'ils sont vraiment tous sous la même bannière? Et si en plus on inclut dedans
Les dom-toms, bah là, ça devient encore plus compliqué, hein, puisque là, on parle carrément d'univers culturels qui peuvent parfois être très différents du nôtre à l'origine. Donc ça devient assez complexe. Donc vous voyez, la notion d'État-nation, elle n'est pas si simple à appréhender que ça. Et on peut aussi se poser d'autres questions. Par exemple, bah, il y a la notion de francophonie aussi qui revient souvent, puisque on a dans certains milieux, par exemple souverainistes et tout, on accorde beaucoup d'importance à la notion de francophonie. Donc c'est-à-dire l'espace géographique dans lequel on parle de la langue française. Donc ça va inclure par exemple le Québec, ça va inclure un certain nombre de pays africains, même certains pays asiatiques, la Belgique, enfin une partie de la Belgique, la Wallonie, la Suisse romande, etc. Et la question que je pose, c'est, bah pareil, est-ce que finalement un Belge wallon, est-ce qu'il n'est pas français quelque part? Parce qu'il il parle français, donc un Suisse romand pareil, un Québécois pareil, et puis on peut aller même jusqu'en Afrique. En gros, voilà, la question que je pose, c'est quoi la définition d'un Français? Est-ce que un Français se définit par sa langue? Est-ce qu'un Français se définit par sa culture? Est-ce qu'un Français se définit par sa religion? Parce qu'il y a aussi la notion de France, fille aînée de l'Église, etc. Donc la question que je pose, c'est comment on définit ce qu'est un Français? Parce que moi, le truc, c'est ça, c'est qu'on me demande d'aller mourir pour une patrie. Parce que certains comprennent pas peut-être pourquoi je fais tous ces développements-là. Mais on me parle de mourir pour une patrie. Mais pour que je veuille bien mourir pour une patrie, il faudrait peut-être déjà faudrait me la définir clairement, cette patrie. Moi, j'ai pas envie de mourir pour quelque chose de flou, avec des contours mal définis. Ça me semblerait absurde. Moi, je veux savoir pourquoi je meurs, si je dois mourir. Donc, il faut qu'on puisse définir très clairement et très précisément ce que c'est que la France et ce que c'est qu'un Français. S'il y a autant de définitions que de personnes, bah, du coup, on peut pas faire un bloc comme ça. On peut pas mettre tout le monde d'accord, du coup. Donc ce que je suis en train d'essayer de faire, c'est de trouver une définition unique de ce que c'est que la France et de ce que c'est qu'un Français. Or, vous voyez bien que c'est compliqué, parce que si on utilise l'argument linguistique, si on dit un Français, c'est quelqu'un qui parle français, bah du coup, il faut inclure la Belgique, enfin la Belgique wallonne, il faut inclure la Suisse romande, il faut inclure le Québec, tous les pays africains qui parlent français. Vous voyez que ça va pas, c'est compliqué. Si on dit le français, il est chrétien, bah oui, mais des pays chrétiens, il y en a plein dans le monde. Qu'est-ce qui fait la spécificité du français? Le français, comme je vous ai dit, il est divisé en fonction des différentes régions. En fait, on peut pas définir le français, et c'est encore plus compliqué aujourd'hui avec l'immigration. Il y a eu des vagues d'immigration qui ont rendu la question encore plus compliquée, et la définition de ce que c'est qu'un français encore plus floue et encore plus difficile. Donc moi, personnellement, j'aime pas les choses qui sont floues, j'aime pas les choses qui sont sujettes à interprétation. Moi, j'aime bien les choses qui sont immuables. J'aime bien les choses qui restent les mêmes, quelle que soit l'époque, quel que soit le point de vue duquel on se place. J'aime bien les réalités tangibles, les réalités objectives, concrètes. Donc la notion d'État-nation France, c'est quelque chose qui ne me parle pas. Donc moi, vous l'avez compris, entre les deux vocabulaires patriote et nationaliste, moi je me sens quand même plus proche de la notion de nationalisme telle que je l'ai définie en début de vidéo. C'est-à-dire que moi, pour moi, ce qui compte, c'est pas le fait d'appartenir à la France. Pour moi, ça veut rien dire, c'est pas important. Pour moi, ce qui compte, c'est d'être attaché à une lignée d'ancêtres, par mon sang, par mes gènes, et aussi, en second lieu, c'est le lieu où j'ai grandi. C'est l'échelon local, c'est-à-dire la ville, le village, allez, soyons vastes, jusqu'à la région dans laquelle vous avez grandi, où vous avez tous vos souvenirs, où vous avez été à l'école quand vous étiez petit, où vous avez fait vos premières sorties avec vos amis, où vous avez eu vos premières expériences amoureuses, etc. C'est cet univers-là qui vous a vu grandir, qui vous a construit en tant que personne, avec ses paysages, ses légendes locales, ses spécialités culinaires, parfois sa langue régionale, son histoire locale, toutes ces petites choses-là, son architecture, qui font un attachement à un sol, qui font que vous avez un lien, un
un lien émotionnel avec une terre, la terre qui vous a vu grandir et sur laquelle vous avez gravé tous vos souvenirs. Donc ça, c'est un attachement viscéral que je comprends parce qu'il est lié à votre vécu. Et donc l'autre attachement, comme je l'ai dit que je comprends, c'est l'attachement au sol, au sang, pardon. Donc c'est-à-dire l'attachement qui est lié à votre génétique, c'est-à-dire à vos ancêtres, d'où vous venez au niveau de votre lignée. C'est plus cohérent parce que c'est lié à l'individu que vous êtes. Vous allez vouloir défendre quelque chose qui est lié directement à vous. Mais par contre, la notion dont je parlais juste avant, de patrie, d'état-nation, truc complètement hors sol, qu'on peut même pas vraiment définir, en fait, c'est mourir pour du vent. Vouloir se battre ou mourir pour ça, c'est vouloir mourir pour du vent. Vous allez mourir pour quelque chose que vous pouvez même pas définir. Donc ça, voilà, j'en finis. En fait, là, on arrive à la fin de cette première vidéo de la série. Moi, je ne peux pas déjà envisager de donner ma vie pour l'armée française, pour la France de manière générale, quel que soit l'ennemi en face, parce que pour moi, l'entité France, ce qu'on appelle la France, c'est pas quelque chose dans lequel je me reconnais, parce que tout simplement, c'est quelque chose qui n'est pas défini. C'est flou. En fait, c'est un peu, moi, je le vis comme si c'était un prétexte pour motiver les gens à aller se faire tuer, en espérant que les gens vont pas poser de questions. C'est ça, en fait, le truc. On dit aux gens qu'ils vont mourir pour la France, et comme les gens, ils réfléchissent pas plus loin que le bout de leur nez, en général, ils vont pas se poser les questions que je suis en train de me poser, c'est-à-dire qu'est-ce que la France, etc. Personne se pose ces questions-là. On leur apprend que c'est bien d'être patriote, et les gens, ils vont pas plus loin que ça. En général, voilà, ça suffit pour embrigader les gens, pour les envoyer mourir dans une tranchée. Mais moi, ça ne me suffit pas. Moi, si je dois mourir, je veux savoir pourquoi je vais mourir. Je veux pas mourir sans poser de questions. Je suis pas un abruti, je suis pas un lapin de 6 semaines. Si jamais je dois faire la guerre, je veux être d'accord avec la raison pour laquelle je vais faire la guerre. Or, là, je suis pas d'accord, parce que des gens me demandent de défendre quelque chose qui est flou et absurde pour moi, pour les raisons que j'ai définies dans cette vidéo. Donc ça, c'est la première partie de ce que je voulais expliquer sur ce sujet. Dans la prochaine vidéo, je vais parler de l'absurdité des guerres modernes, et je vais faire une critique du principe de conscription de la population. Voilà, donc je vous remercie en tout cas d'avoir écouté cette vidéo jusqu'au bout. Je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à déposer un j'aime, un commentaire, et bien sûr à partager cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. Allez, salut à tous.